Au cœur de l'histoire sur Europe 1, L'ombre d'un doute sur France 3, plusieurs romans, plusieurs livres historiques, plusieurs émissions aussi à la télé, et puis cette toute dernière production, le Dictionnaire amoureux de Versailles, dans cette collection qu'on aime bien chez Plon. C'est Franck Ferrand, l'invité de cette émission. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il va être question de Versailles, mais pas que aujourd'hui. Cela dit, le deuxième invité de l'émission est maître de chapelle à Notre-Dame de Versailles, donc on va quand même beaucoup parler de Versailles. Et vous savez, quand j'ai écrit ce dictionnaire amoureux, je me disais ce sera peut-être un moyen d'en finir un peu avec Versailles. En tout cas pour un temps, de clore la parenthèse. Eh bien, je me rends compte qu'en fait, je n'ai jamais tant parlé de Versailles que depuis qu'il est paru. Alors c'est vrai que le grand public vous connaît comme passeur d'histoire, historien bien sûr, j'ai plus envie de dire passeur d'histoire parce que vous aimez transmettre. Exactement. Ça a commencé par l'écrit, vous êtes arrivé à la radio sur Europe 1, on a découvert ce don fabuleux que vous avez pour raconter l'histoire, parce que c'est bien de la connaître, encore faut-il la faire passer. La télé est venue vous chercher, finalement tout roule pour vous. Oui, il faut reconnaître que j'ai la chance, et je pense que nous ne sommes pas très nombreux dans ce cas, à vivre de ma passion. Ça, c'est formidable. J'ai cette espèce d'engouement naturel que je ne saurais pas vraiment expliquer. Je préviens tout de suite votre question pour l'histoire. J'aime me plonger dans les grandes énigmes du passé. Là, je suis heureux, je suis dans mon bain, en quelque sorte. Et j'ai la chance, grâce à la radio, grâce à la télévision, de pouvoir en faire un métier. Et surtout, et là, vous avez mis le doigt d'emblée sur ce qui est le plus important, j'ai la chance de pouvoir transmettre tout ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez face à vous un public que vous ne connaissez pas, bien entendu, mais dont vous savez que vous allez plus ou moins l'intéresser ou le motiver sur un certain nombre de sujets. J'étais récemment dans un salon, je signe un livre, vous savez, et je demande toujours aux gens un peu ce qu'ils font, etc., pour personnaliser la dédicace. Et la jeune femme me dit, je suis archéologue. Ah, je dis, vous êtes de la famille? Elle me dit, vous savez, c'est grâce à vous que je suis archéologue. Je faisais des études de droit, et puis je vous écoutais tous les jours à la radio, et j'ai décidé de bifurquer, et j'ai fait des études d'histoire, et maintenant je suis archéologue. Quand on vous dit ça, vous vous dites ça vaut quand même la peine de se lever le matin. Waouh! On s'est dit juste waouh! Alors c'est vrai qu'on aurait envie de se demander pourquoi vous, votre regard sur le monde passe par cette fenêtre historique, pourquoi vous n'en savez rien. En tout cas, ça date de tout petit, finalement. En fait, j'ai eu très tôt une espèce de double... Le terme révélation est peut-être un peu excessif, surtout sur KTO. Mais en tout cas, j'ai compris très tôt que j'avais deux dons. Et pas beaucoup d'autres, parce que je peux vous dire que déjà j'ai beaucoup d'inconvénients par ailleurs dans la vie. Moi, je ne suis pas très moteur. Mais j'ai cette capacité à retenir l'attention quand je parle. Pourquoi, je ne sais pas. L'institutrice, quand elle voulait avoir la paix dans la classe, me donnait la parole et elle avait le silence en 3 secondes. Donc ça, je l'ai très tôt compris, parce que les enfants sont malins, vous savez. Bon, donc dès 7-8 ans, j'avais compris ça. Et puis... Et c'est grâce d'ailleurs à cette même institutrice que je dois d'avoir fait la découverte. J'ai toujours aimé le passé en général et les mystères en particulier. Pourquoi plus le passé que le futur? Ça, c'est sans doute lié à la psychanalyse, ce serait compliqué, je ne le sais pas exactement. Mais c'est vrai que vous me plongez sur le champ de la bataille de Bouvines et d'un seul coup, je décolle, si je puis dire, j'ai l'impression d'y être et j'ai cette chance de pouvoir transmettre ce que je ressens. Alors, on a devant nous quelqu'un de charismatique, c'est finalement ce dont vous parlez. Ça passe souvent par le truchement d'une tierce personne et on va saluer cette institutrice si elle nous regarde. Madame Giraudot. Madame Giraudot. Eh bien, écoutez, on vous dédie cette émission, madame, parce que l'homme qui est là, c'est fait grâce à vous, entre autres. Est-ce que c'est toute l'histoire, avant qu'on plonge et qu'on focus et qu'on zoome sur Versailles, est-ce que c'est toute l'histoire qui vous intéresse? On vous met n'importe quoi sous la dent, vous vous intéressez à tout, ou vous avez quand même des petites préférences? Évidemment que j'ai mes préférences, mais tous les sujets historiques m'intéressent, tous. Et ça, je l'ai découvert grâce à la radio. Parce que j'avais déjà un éventail vraiment très large. Pour être honnête, quand j'étais étudiant à Sciences Po, vous imaginez, j'étais censé étudier le droit public et l'économie politique, qui sont 2 matières qui me tombent des mains, vraiment. Et je n'aimais pas ça du tout. Et donc, je passais mon temps à m'enfuir dans l'histoire. J'allais notamment me promener beaucoup à Versailles déjà, et à Marly et à Sceaux et dans tous les châteaux de l'Île-de-France. Mais pas seulement. J'allais au musée de Cluny, j'allais au Louvre découvrir les salles d'antiquité orientale. Je me suis fait quasiment une spécialité de la Mésopotamie, de la Perse achéménide, dont je suis devenu, à ma mesure certes modeste, mais à 16 ou 17 ans, j'étais devenu un spécialiste de la Perse achéménide. Donc, c'était déjà très vaste. Et puis, quand je suis arrivé à la radio, il a fallu que tous les jours, j'aborde un continent, une époque, un personnage différent. Il a fallu construire une émission quotidienne. Il fallait parler de la Chine, de l'Amérique, de l'Afrique, à toutes les époques. Et donc ça, c'était un défi que j'ai pris comme tel et qui m'a
captivé littéralement. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de me passionner autant pour le roi Moussa du XIIIe siècle au Mali que pour Charlemagne chez nous ou pour la Seconde Guerre mondiale. Finalement, tout ça me passionne. Franck Ferrand a avoué que c'est génial d'être payé pour faire ce que l'on aime faire et qu'on ferait gratuitement. C'est un miracle, ça. Si le directeur d'Europe 1 nous écoute, il ne faut pas qu'il nous écoute. Non. Non, je trouve que d'ailleurs, il pourrait faire un effort. Voilà, si vous nous entendez. Quand on ouvre ce dictionnaire amoureux de Versailles, donc on peut imaginer que tous les gens ont visité Versailles, au moins l'ont vu en images. Donc on a des images quand même assez précises dans la tête. Et d'autant plus fausses qu'elles sont précises. Eh ben c'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'on rentre dans ce Versailles que vous connaissez, on ne va même pas dire le nombre de fois où vous l'avez visité, ça ne fait plus sens. C'est chez vous, on va dire. Et vous vous êtes mis en tête de nous introduire dans le Versailles de l'étudiant, vous en parlez d'ailleurs, qui allait réviser à Versailles, dans le Versailles aussi un peu moins connu. Bien sûr qu'on va passer par les grands poncifs, mais vous les dépoussiérez vite pour nous expliquer un peu comment telle salle a été refaite, comment telle autre a été construite, et pourquoi c'est pas normal que si, et ce serait mieux que ça. Et finalement, j'ai appris des choses, mais incroyables. C'est tout l'exercice d'un dictionnaire amoureux. Oui. C'est ce qu'il y a de fascinant dans cette collection. Amoureux que dictionnaire, finalement. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que Jean-Claude Simoën a eu cette idée il y a, je sais pas, 12 ou 15 ans maintenant. C'est celui qui a lancé la collection chez Plon des dictionnaires amoureux. C'était de demander à quelqu'un qui connaît bien un domaine, non pas de nous raconter le domaine, parce que ça, vous l'avez dans les autres dictionnaires, si je puis dire, mais de nous donner son point de vue, son vécu des lieux ou de l'esprit, etc. Ça, c'est très extraordinaire. C'est-à-dire que ce que vous avez accumulé dans vos conversations avec les conservateurs, dans vos propres observations, tout à fait par hasard au fil des années, toutes les petites choses qui normalement restent votre apanage, à la limite le privilège de vos amis, là vous êtes sommé d'en faire profiter le plus grand nombre. Ça, je trouve ça assez magnifique. Et j'ai pris cet exercice très au sérieux. J'étais loin d'imaginer à quel point c'était un travail chronophage, de titan. Ah oui. Mais c'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'en fait, vous lancez là-dedans et vous vous dites, mais je n'en finirai jamais, parce que chaque élément en attire un autre. Les souvenirs reviennent à la surface. Des choses que vous étiez censé avoir depuis longtemps oubliées finissent par devenir presque présentes. Oui, puis vous vous dites, il faut faire une entrée sur telle chose, une autre entrée sur telle chose, et puis il y en a trop. Que je n'ai pas faites finalement, et je me dis maintenant, ah tiens, j'ai oublié tel et tel et tel aspect, et oui, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas traiter tout, mais je pense qu'il y aurait, avec tous les regrets que je peux avoir sur ce dictionnaire, la matière quasiment d'un autre, tome 2. En tout cas d'un gros addendum, oui. D'un tome 2, effectivement. Ce qu'on aime dans les dictionnaires amoureux, c'est que l'auteur, quand il a été choisi par l'éditeur, se met en scène aussi, nous fasse remonter des souvenirs d'enfance. Voilà, le dictionnaire amoureux de la Bretagne a été Yann Kefelec, merveilleux. Yann Kefelec l'a très bien fait, par exemple. Et vous aussi, vous vous glissez, alors avec beaucoup de pudeur, mais de temps en temps, on retrouve le petit Franck, notamment en culotte courte. À quoi il ressemblait, ce petit gamin? Oh, c'était un enfant insupportable. Ah bon? Non. Ah oui, j'étais un sale gamin. Vous êtes tellement calme. Mais oui, mais non, quand je dis insupportable, j'étais très calme. Mais j'étais l'espèce de premier de la classe, monsieur je sais tout. Et alors? Avec ses grosses lunettes, parce que j'avais de grosses lunettes. Aujourd'hui, j'ai des lentilles, ça se voit moins évidemment. Mais je la ramenais. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'aurais un enfant comme ça sous les yeux aujourd'hui. Je crois que je lui collerais une paire de baffes. Vous étiez passionné, non? Ah, j'étais déjà passionné, oui, ça c'est terrible d'ailleurs. Alors je faisais des exposés déjà. Ma tante m'appelait Mitterrand parce qu'elle disait que je parlais comme François Mitterrand, c'est-à-dire un peu comme ça en pontifiant et en cherchant plus ou moins mes mots. Oui. J'avais ce côté-là et ça plaisait à certains enseignants, ça déplaisait souverainement à d'autres. Je peux vous dire que je n'ai pas eu que des amis dans ma carrière scolaire. À part l'histoire, vous aviez des activités à côté, vous faisiez du sport, vous avez fait d'autres choses? Je ne peux pas faire du sport, d'abord parce que j'ai un petit problème aux yeux, comme je l'ai laissé entendre, ce qui fait que j'étais incapable de faire du sport, puis en plus je détestais ça. Le pire, c'est que ça n'a pas vraiment changé. Alors aujourd'hui, je m'amuse à faire souvent des émissions d'histoire du sport. Je raconte l'accident des 24 heures du Mans en 1955, je raconte l'incroyable carrière d'Hallet, vous savez, le plus grand skieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, à plus de 100 ans d'ailleurs. Bon, ça m'amuse parce que, évidemment, une carrière sportive, c'est plein d'exploits, c'est plein de grands moments et ça permet de créer une sorte de tension dramatique. Mais le sport lui-même, oh mon Dieu, ça n'est pas mon domaine. Alors, quand on fait un dictionnaire amoureux sur Versailles, on fait aussi un dictionnaire amoureux sur la cour de Versailles. D'ailleurs, l'esprit de cour, vous en parlez. Je ne vous cache pas que c'est peut-être des gens vont être plus intéressés par l'architecture, plus intéressés par les jardins. Moi, j'avoue que l'esprit de cour, tout cet esprit-là, c'est ce qui m'a vraiment le plus intéressé parce qu'on est dans la psychologie des gens, évidemment. Et que ça reste très actuel. Et que ça reste, voilà.
Ça reste très actuel. Et je me suis posé la question en vous lisant, en me disant, mais j'ai du mal à voir quel est le personnage pour lequel il a le plus d'affection au final, homme ou femme mélangé. Mais est-ce qu'il y a un personnage de cour, quel que soit le roi, qui finalement, dites, celui-là, on aurait pu être ami ou je ne sais pas, j'aurais voulu le rencontrer. Le principe de la cour, c'est que c'est une concentration d'égos qui sont là pour se partager un pouvoir. C'est un peu la même chose à notre époque, mais si on devait chercher l'équivalent de la cour, aujourd'hui, ce serait, je pense, à la télévision qu'il faudrait venir le chercher. Oui. Parce que moi, pour avoir fréquenté un peu les couloirs de France Télévisions, je ne parlerai pas de votre chaîne, mais en tout cas, je peux vous assurer que les comportements, les attitudes, les rapports des gens entre eux restent des rapports de cour, littéralement. Ça, c'est très passionnant. Bon. Ces gens avec un gros ego ne sont pas forcément des amis idéaux. Mais en tout cas, ça aurait fait sans doute, j'ose espérer qu'ils m'auraient admis un certain de leur cénacle et ça aurait fait des conversations passionnantes. Il y a une figure qui m'a plus marqué que les autres, peut-être parce que j'ai, si j'ose dire, vécu avec elle pendant 2 ans, à l'époque où j'écrivais un livre qui s'appelait Le bal des Ifs, il y a très longtemps, ça, hein, il y a presque 15 ans maintenant, c'est Madame de Pompadour. Je pense que Madame de Pompadour est dans son genre un sommet d'ambition, un sommet d'intelligence, un sommet de beauté, un sommet d'habileté, un sommet de souffrance aussi. Car il faut voir à quel point cette femme a pu ronger son frein. Elle en est morte, il ne faut pas l'oublier. Hein. Sa vie a été très dure, paradoxalement. Donc je me sens, sinon proche d'elle, du moins très intéressé par cette figure. Alors sinon, tous m'intéressent. À la même époque, vous avez la reine Marie Leginska, qui elle, au contraire, est une femme confite en dévotion, parfaitement bonne mère, bonne épouse, enfin tout ce qu'on veut. C'est la femme un peu parfaite. Quoi. Dans son genre, oui. D'ailleurs, j'ai vu qu'une exposition lui avait été consacrée à Varsovie. Je n'ai pas pu aller jusqu'à Varsovie pour la voir, mais j'aurais bien aimé voir cette expo. Le catalogue est passionnant. Voilà une figure attachante, mais comme par hasard, elle est reine de France. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin, elle, d'entrer dans ce jeu, dans ce panier de crabes, et de faux semblants. Et voilà. Les autres, si. Et il y a 2 figures sur lesquelles je me suis permis d'insister. C'est Saint-Simon, bien entendu. Oui, c'est vrai que l'article sur Saint-Simon est grand, mais est long, mais en même temps, moi, je ne savais pas vraiment qui c'était. Donc ça m'a permis de le découvrir. Je pense que Saint-Simon est la figure centrale, qu'on le veuille ou non, à tout point de vue de Versailles. Ouais. Et celui dont il s'est beaucoup aidé et dont on ne parle jamais, qui est un personnage assez intéressant dans son genre, c'est Philippe de Dangeau, le marquis de Dangeau. Oui, que vous réhabilitez, en fait. Enfin, réhabilité. En tout cas... Moi, je ne le connaissais pas. Je le connaissais pas. Donc, pour moi, c'est une réhabilitation. Je dis, voilà, je ne connais pas ce nom-là. En tout cas, ça permet de découvrir que ce bonhomme avait écrit un journal extrêmement pointu, extrêmement précis, sur lequel, ensuite, Saint-Simon n'a plus eu qu'à broder. Et Dieu sait qu'il était un brodeur sublime, mais il lui fallait bien une trame. La trame, c'est Dangeau. Mais c'est vrai que vous racontez l'histoire de ce journal en disant c'est ce qui a aussi sauvé de l'oubli, comment vous l'appelez, Dangeau ? Philippe de Dangeau, Philippe de Dangeau, voilà. Marquis de Courcillon de Dangeau, il s'appelait. C'était une espèce de personnage très, très sûr de lui, très imbu de sa personne, assez détestable, hein, le bonhomme d'ailleurs. Mais quand on sort d'un dictionnaire comme ça, qu'on le referme, on se dit ça y est, cette fois-ci je l'ai fini, je ne retouche plus rien, et qu'on débarque, vous disiez, dans le milieu de la télévision, que ce soit France Télévisions ou tout autre groupe de télévision, est-ce que vous vous dites, oh là là, elle c'est une Pompadour, oh lui c'est un Louis XVI, oh bah alors lui c'est un Saint-Simon. Est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un, non, je n'oserais pas. Vous ne projetez pas des personnages historiques sur chacun? Je n'oserais pas, vous imaginez bien. Oh là là. Voilà, donc on comprend bien sûr le contraire. Non mais c'est vrai, vous faites des accointances. C'était aussi l'un des grands jeux de la cour. Vous savez que le principe de la cour, ça fonctionne... Une cour, d'une façon générale, celle de Versailles est bien sûr le maître étalon éternel, mais il y en a eu tellement d'autres avant et depuis tellement d'autres aussi. Le principe d'une cour, c'est que ça fonctionne par le regard, ce que Jean-Marie Apostolides appelait l'impérialisme oculaire, c'est-à-dire qu'il faut tout observer, comme à la chasse, il faut être aux aguets en permanence, repérer le moindre signe, car on peut chuter du jour au lendemain, mais il y a aussi des opportunités qui s'offrent et sur lesquelles il faut savoir se jeter littéralement. Donc l'impérialisme oculaire et puis la parole, dont elle a, comme le disait le cardinal de Richelieu, été inventée, été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. C'est exactement le principe d'un homme de cour. Lisez le courtisan de Balthazar Gracian, c'est exactement ça. Il faut, grâce aux mots que vous prononcez, cacher le mieux votre jeu et faire avancer vos pions. C'est un véritable travail, vous savez, c'est une stratégie permanente. Il y a aussi des sortes de blagues qui sont faites, et moi j'avoue que j'ai beaucoup ri
En lisant cette blague, vous allez nous dire quel est le personnage historique qu'il a fait. Mais toujours est-il que le roi, donc c'était Louis XIV, allait souvent à la messe, tous les matins, à 10h, c'était la messe. Alors, il allait au salut, à 17h en l'occurrence. Il allait à la grand-messe du matin, mais là, l'anecdote dont vous allez parler se passe au moment du salut. C'est au moment du salut, quand il y a toutes les femmes qui sont là, qui font semblant d'être dévotes, alors qu'en fait, tout ce qu'elles veulent, c'est être remarquées par le roi. Et un grand personnage leur dit, écoutez, le roi ne sera pas là au salut. C'est le capitaine des gardes, c'est le duc de Brissac. C'est celui-là. Donc il arrive sur la tribune, on est déjà dans la Nouvelle-Chapelle. C'est un métier de raconter, c'est pour ça que c'est Franck qui prend le relais. Allez-y. Non, mais alors les Brissac, d'ailleurs, qui ont tenu ce poste pendant très longtemps et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et le capitaine des gardes arrive sur la tribune et il voit toutes ces femmes qui se sont fait mettre. C'était la mode à l'époque, elles avaient trouvé ce principe. Elles faisaient mettre des petites bougies qui étaient accrochées à leur missel et qui leur permettaient officiellement de lire le missel. En vérité, ça permettait d'éclairer leur visage pour que le roi voie qu'elles étaient bien là et bien présentes. Elles venaient faire leur cours. Après tout, elles étaient là pour ça. Et lui, ça l'énerve. Brissac, il en a assez de toute cette hypocrisie. C'est un brave homme, on va dire, il a un côté terrien comme ça. Et donc il arrive sur la tribune du roi, là où le roi doit venir assister, parce que vous savez que le roi et les dames sont à la tribune et puis les seigneurs sont en bas. Entre parenthèses, les seigneurs n'ayant pas le droit de tourner le dos au roi, ça veut dire qu'ils tournent le dos au prêtre, à l'officiant. Vous imaginez les messes que ça pouvait donner. Bon. Et donc, le capitaine des gardes dit « Garde du corps, retirez-vous, Sa Majesté ne vient point à salut ce soir ». Donc, tous les gardes se retirent. Il y a des gens qui ont été postés dans les escaliers pour les retenir, mais aussitôt, et ça Saint-Simon le décrit merveilleusement, on voit toutes les petites bougies qu'on souffle. C'est-à-dire que toutes ces dames en ont assez d'avoir froid dans le noir pour rien, elles soufflent leurs bougies, elles ferment leur missel et elles rentrent chez elles puisque le roi ne vient pas. Et puis, 5 minutes après, quand elles ne sont plus là, on fait remonter les gardes du corps et le roi, à l'heure dite, arrive pour assister au salut. Et pour la première fois de sa vie, Louis XIV découvre des travées entièrement vides. Il y a 3 personnes. 3 personnes, dont 2 assez du commun, dit Saint-Simon. C'est-à-dire vraiment des personnes qui ne méritent même pas d'être signalées. Et Louis XIV se demande, et bien sûr, Brissac va lui raconter la vérité. Il éclate de rire, il trouve ça très drôle. Et Saint-Simon conclut en disant que toutes ces dames auraient bien aimé arracher les yeux du duc de Brissac. N'empêche, on parle de Louis XIV et je trouve que ça nous parle aussi de l'époque d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la cour de Versailles... C'est l'éternel humain. Voilà, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, si on devait en tirer des leçons, quelles leçons pour en tirer qu'on ne tirera pas, bien sûr, puisque c'est l'éternel humain, comme vous venez de le dire, Franck Ferrand. Le principe qui consiste à réunir dans un même lieu, que ce lieu soit réel ou symbolique. Bon, à Versailles, il se trouve qu'en plus, il est réel, donc c'est très spectaculaire. À réunir les plus grandes ambitions d'un royaume ou d'un pays ou que sais-je, c'est forcément un principe pervers. Vous allez forcément avoir des gens qui vont se battre, qui vont s'entre-déchirer pour essayer d'avoir pour grappiller un peu de la lumière. C'était fait exprès, surtout que ces gens-là avaient des châteaux sublimes partout en France et ils venaient s'entasser vivre dans 12 mètres carrés à Versailles. Dans 3 fois rien, dans des conditions, ça vous en parlez d'ailleurs, dans des conditions, on s'imagine que c'est le faste et le luxe, c'était pas du tout ça. C'était dur. Hein. Ils s'entassaient, mais au moins ils les avaient tous sous la main. Les cheminées souvent tiraient mal, donc tout était enfumé pendant la mauvaise saison. À cette saison-là, il faisait froid, voire très froid. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas les grandes glaces, comme on a appelé ça les glaces de Bohème à partir des années 1760, mais sous Louis XIV, ça n'existe pas. Donc il faut imaginer des tout petits carreaux de verre qui sont pris dans des cerneaux dans des cercles de plomb, vous savez. Oui. Donc il fait sombre partout, il fait froid, tout est enfumé. Déjeuner ou dîner, alors à l'époque on dit dîner ou souper, c'est un vrai travail, puisqu'il faut arriver à trouver sa pitance dans cette espèce d'énorme caravansérail, comme disait Voltaire. C'est une vie de chien, et il faut être là à 8h moins 10 pour être prêt pour le lever du roi, et à 23h quand le roi se couche, il faut encore être là pour tenir le bougeoir. Et comme disait Madame de Genlis, on ne trouvait un peu de liberté qu'après le coucher du roi. C'est-à-dire que les courtisans qui voulaient vivre un peu, il fallait qu'ils vivent après 23 heures. Donc ce n'est pas une vie très enviable. L'esprit de cour, je trouve que Patrice Lecomte l'a pas mal montré dans un film Ridicule. Que vous citez, dans Ridicule, qui est le film qui a révélé, je cherche le nom d'acteur, Charles Berling. Charles Berling, bien sûr, qui est vraiment le film qui l'a révélé. Et Patrice Lecomte l'a imposé sur le tournage et sur le film. C'est vrai que voilà, c'est un film qui nous parle de l'esprit de cour. On a eu plusieurs films, d'ailleurs le cinéma, vous le traitez, le cinéma et Versailles, c'est une histoire qui est encore à écrire parce que le Sofia Coppola sur Marie-Antoinette ne trouve pas grâce à vos yeux. Le Patrice Lecomte, vous le trouvez pas mal. Oui, il est peut-être un peu mieux, mais il y aurait beaucoup à dire. Aucun film, moi je pense à l'Allée du Roi aussi. Oui, qui est un joli... Alors le livre est sublimissime. De François Le Charles film qui en est tiré est beau, mais malheureusement, avec les moyens qu'on peut donner à un film comme celui-là. Vous imaginez que la cour, c'est 6000 personnes au bas mot. Dans l'Allée du Roi, vous en voyez 60. C'est 100 fois moins.
Les perruques étaient faites avec des vrais cheveux. Qui aujourd'hui pourrait tourner avec des perruques de vrais cheveux? Évidemment, vous avez ces espèces de perruques filasses ridicules qui font presque sourire, etc. Donc, pour arriver à donner... Et puis, alors, il faut imaginer ce que devaient être les habits, ce qu'était... Tout ça était d'un faste extravagant dont on n'a même plus l'idée aujourd'hui, ou difficilement. C'est mon ami Jacques Garcia qui vient de faire paraître un très beau livre, là, qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez vu ça s'appelle 20 ans de passion chez Flammarion, un très gros livre sur l'histoire de champs de bataille. On a fait plus que le voir parce que le photographe Eric Sanders est venu dans cette émission il y a quelques semaines pour nous parler notamment de ce travail-là. Ah, bravo. Eh bien, donc vous avez vu ce que peut-être, je dirais qu'à l'époque où nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être l'un des derniers, sinon le dernier lieu en France où existe encore ce faste extraordinaire. Mais ça paraît complètement fou aujourd'hui. C'est très éloigné de nos façons de vivre. Donc, tourner un film sur le Versailles de Louis XIV, de Louis XV ou de Louis XVI, c'est forcément se condamner à trahir un peu la réalité. Franck Ferrand, quand on écrit un livre sur la cour, sur les rois, etc., on touche forcément à la religion, alors avec le spectre très particulier. D'une certaine religion. D'une certaine religion, vue sous un certain angle, un peu à la mode de l'époque. Comment vous abordez ces questions-là, vous, par rapport à votre propre histoire personnelle? Est-ce que c'est un sujet qui vous met à l'aise? Alors, d'abord, pour ce qui est de Versailles en soi, il faut bien comprendre qu'à partir de 1682, donc c'est-à-dire quand le roi s'installe avec la cour à Versailles, Versailles devient d'abord un lieu religieux. On parle toujours des fêtes, on parle de tout ça. La vérité, c'est qu'à Versailles, on va surtout d'abord et toujours à la messe, à la messe, à la messe. Il y a les offices, il y a toutes sortes. Mais le roi, il tient. Hein, et le roi, il tient, et c'est obligatoire. Alors ça s'allégera un tout petit peu sous Louis XV, quoique, parce que Louis XV ayant une vie difficile à partir des années 1740, il ne communie plus. Donc, et puis ça reviendra en force sous Louis XVI, dont il ne faut pas oublier qu'il a été un roi d'une dévotion totale. Bon. Donc Versailles était un lieu de religion incontestablement. Il y avait sans doute des chrétiens sincères au milieu de toutes ces dames qui soufflaient leurs bougies quand le roi ne venait pas à salut. Pour ce qui me concerne, j'ai été élevé, moi, dans la religion catholique. Je vis actuellement, d'ailleurs, toujours chez les Dominicains à Paris. Donc j'ai toujours été entouré de cet univers catholique, même si personnellement, j'ai envie de dire, hélas, je n'ai pas la foi. C'est-à-dire que cette foi, j'ai dû la perdre très jeune. Alors je l'ai d'une autre façon. En tout cas, ça vous intéresse. Ah, ça m'intéresse. Et non seulement ça m'intéresse, mais je pense que je connais assez bien le monde chrétien en général et catholique en particulier. Je suis assez expert de ces questions. Mais, contrairement à certains de mes amis que je vois littéralement habités, illuminés par une foi qui rayonne, vous savez, et qui leur permet de concevoir cette religion d'une façon complètement, non seulement vivante, mais même, on pourrait presque dire, contagieuse. C'est la bonté, c'est la lumière, c'est tout ça. Moi, je ne le vis pas de cette manière. Je pense avoir parfois l'illumination, mais d'une manière plus méditative et beaucoup moins religieuse. C'est-à-dire que je n'attacherai pas mon extase à un Dieu en particulier. D'accord. Bon, voilà. En tout cas, l'intellectuel que vous êtes, pardon, c'est pas réducteur, hein. Mais s'y intéresse. Et en plus, comme vous dites, vous vivez au milieu des Dominicains de Paris. Ah mais oui, mais donc ça vous porte forcément. On peut dire que, encore une fois, d'ailleurs, vous savez à quel point je travaille souvent avec le magazine Pèlerin aussi. Oui. Donc, c'est mon monde. Je fais partie, et je pense entre nous, que moi je l'avoue, je le dis clairement, mais je pense que je suis loin d'être le seul. Je fais partie de ces gens qui sont culturellement, et au-delà même de la culture, qui sont presque quotidiennement catholiques, sans avoir pour autant cette foi qui irradie. D'accord. Il y a une culture, en tout cas, peut-être avec le temps. De toute façon. Vous avez habité Versailles, vous avez touché votre rêve du doigt en habitant carrément au pied du château, ce qui vous a permis de voir le château et les jardins du château au quotidien. Et le quotidien, ça m'a fait penser à la vie de couple, la manière dont vous en parlez. C'est vrai. Le quotidien. C'était vrai aussi d'ailleurs à l'époque, donc en plus c'était double. Ah oui, voilà, vous étiez en couple, d'accord. Mais c'est vrai que le quotidien permet de voir des détails que vous n'aviez peut-être pas vus, alors que vous aviez déjà visité ce château, et vous le dites très bien, c'est l'âme, vous employez beaucoup le mot âme d'ailleurs, j'ai remarqué. L'âme du lieu ressort dans les petits moments. Ce qu'il y a de plus intéressant dans Versailles, c'est son esprit. On peut parler de l'architecture, on peut parler de la cour, on peut parler de l'art surtout, il ne faut pas oublier tous ces très grands artistes qui ont... Bon, tout ça existe, mais tout ça est animé par un esprit. Et anima, c'est l'âme. Et moi, ce qui m'intéresse dans un lieu, surtout si on le prend comme sujet d'une quasi-biographie finalement, ce qui m'intéresse, c'est son âme. C'est ce qu'il a à nous dire de plus immédiat.
précisément de moins élaboré, de plus tripal, si j'ose employer le terme. Ça me fascine. C'est ce que j'ai essayé de cerner dans ce dictionnaire amoureux. Et c'est évidemment ce qu'il y a d'inépuisable dans la matière. Parce que qu'est-ce que c'est que l'âme de Versailles? Vaste sujet, vous avouerez. Alors, l'âme de Versailles, elle est aussi passée par la musique. Comment? Et on va recevoir tout de suite Jean-François Frémont. Jean-François Frémont est maître de chapelle à Versailles, à Notre-Dame de Versailles. Jean-François, asseyez-vous, bonjour. Bonjour. Et sort un dernier bonjour Jean-François, un dernier CD, le Tédéum de Charpentier, maîtrise Notre-Dame de Versailles et le De Profundis de Lalande. On va en parler avec vous. Alors, on espère que ça va aller la voix, parce qu'il y a un petit problème de voix. J'espère. Voilà, on espère que la voix va tenir jusqu'au bout. À la grâce de Dieu. Alors, on ne va pas vous demander de chanter le De Profundis, en l'occurrence. Ce serait préférable. Deux Versaillais et deux amoureux de Versailles face à moi. Jean-François, vous avez écouté cette première partie d'émission avec Franck Ferrand. Oui. J'aimerais savoir ce que vous en avez retenu. Est-ce qu'il y a une phrase particulière qui vous a interpellé, ou un mot, ou une idée de Franck? Écoutez, non, rien de très particulier, si ce n'est que j'ai retrouvé dans ses propos, dans vos propos, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est-à-dire une vision de Versailles qui est très personnelle et qui est en même temps très juste, et qui s'affranchit d'un certain conformisme de vue, voilà, que pour ma part je partage absolument. C'est important comme remarque, il s'affranchit d'un certain conformisme de vue. Ça doit lui faire plaisir, je pense. Ah oui, et oui, comment? oui, mais ça se sent bien. Enfin, je ne prendrai qu'un seul exemple, qui est ce que vous dites sur l'exposition des œuvres de Jeff Koons. Il y a une entrée de Jeff Koons dans voilà, le... Oui, absolument, et nous avons bien la même vision. C'est vrai que ça avait fait du tapage, hein, cette oui, expo de Jeff Koons. Je suis bien de cet avis, enfin, c'est ce que vous dites. Le mal était fait. Ouais. Voilà, mais il était fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à souvent parler de l'utilisation des monuments historiques en général, et de Versailles en particulier, oui, pour des expositions d'art contemporain. C'est un sujet à part entière. Mais Koons, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'art contemporain. Il s'agit d'un art qui s'est intégralement, dans sa conception même, construit contre... Oui. Ce que Versailles a voulu dire au monde. C'est l'anti-Versailles au sens propre. Et d'avoir installé cet antidote dans le poison, oui, ou l'inverse. Oui, je dirais plutôt l'inverse. Ou le poison dans la potion, ça, oui, moi je laisse chacun d'en décider. Oui. En tout cas, évidemment, je crois qu'il s'agissait d'un mauvais coup fait à Versailles. Et j'ai mis longtemps à le dire parce que, d'abord, l'occasion ne se présentait pas, et puis surtout, c'est très mal perçu de le dire. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'on est exactement dans la situation du costume neuf de l'empereur, c'est-à-dire que tout le monde a applaudi, a crié au génie, etc., par peur de paraître réactionnaire ou idiot. Eh bien, moi, j'assume les deux, et s'il le faut, je suis peut-être réactionnaire, je suis peut-être idiot, mais je maintiens que ce n'était pas la place des œuvres de Jeff Koons. Mais vous savez, en musique, il y a ce qu'on pourrait appeler le syndrome du sacre du printemps. Ah. En 1913, lorsque le sacre a été créé aux Champs-Élysées... Ça a fait scandale, le sacre du printemps, ça 1913. a fait scandale. Oui. La plupart, la grande majorité des autorités et des critiques musicaux n'ont rien compris. Et un an après, on savait que c'était un chef-d'œuvre. Donc évidemment, ça a traumatisé la critique, ça a traumatisé le monde, l'élite musicale et culturelle même. Intellectuelle, voilà. Et qui donc, je crois, depuis ce temps, a une seule peur, c'est d'être en retard. On est bien d'accord, c'était il y a 101 ans. Hein. Voilà. Le sacre du printemps, voilà. Pour une fois qu'on n'a pas la mémoire courte. Voilà. Alors, c'est drôle parce que quand vous disiez à Franck Ferrand, Jean-François Frémont, vous êtes affranchi d'un certain conformisme ambiant, j'ai l'impression que vous parliez de vous aussi. Est-ce que c'est pas ça qui vous caractérise un petit peu? Il y a un côté affranchi chez vous, on va en parler. C'est à moi de le dire. Enfin, en tout cas, c'est assez... Oui. Non, c'est moi qui le dis. Alors, je l'assume, oui, oui. C'est vrai que je n'aime pas les chemins qui vont tout droit, obligatoires, qui sont préétablis, que l'on doit emprunter absolument. Alors pourtant, vous avez une formation classique, vous avez fait le Conservatoire national de Paris, vous avez étudié la direction de chœur, la direction d'orchestre, le clavier. Oui, j'ai vu tout ce qu'il fallait. Vous avez fait les petits chanteurs. Oui, j'en ai fait partie moi-même
enfant. Puis j'ai succédé à mon maître. Bon, c'est royal, ça, comme voix. Oui, surtout dans la ville. De Versailles. Je vous propose qu'on écoute un premier extrait du Te Deum de Charpentier. Alors, on est allé chercher le In te Domini speravi, en Toi Seigneur j'espère. Oui, c'est ça, c'est le dernier verset. Voilà, le dernier verset, on va l'écouter. Et alors, juste pour ceux qui nous regardent, les images que vous allez voir, ce sont des images du tricentenaire, donc ça date de 2010, de la chapelle du château de Versailles. Donc c'est des images que vous allez connaître, Franck, que vous allez reconnaître. Et nous, on trouvait que ça collait très très bien avec le In te. Donc on écoute et on regarde. Voilà, ça vous intéresse, Franck Ferrand, ces extraits? Oui, parce que je trouve qu'on est là dans une forme d'acmé. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de toutes ces civilisations, de tous ces sujets d'histoire tellement variés. Chacun, dans la longue, immense histoire de l'humanité, et encore, je ne parle que de l'histoire, il y a toute la partie préhistorique dont on ne sait rien. Chacun a essayé de donner le meilleur, d'une certaine façon. Chaque civilisation a apporté son fruit le plus parfait et le plus mûr. Eh bien, ce que nous venons de voir et d'entendre là, je pense que c'est un de ces fruits parfaits et mûrs de ce qu'on appellera plus tard peut-être la civilisation occidentale. Oui, c'est certainement un des sommets. Ce n'est pas le seul, mais... Non, c'est un des sommets. C'est un des plus significatifs. Voilà ce qu'on peut faire quand on met toutes les compétences, tous les siècles de travail, de peaufinement, d'amélioration, quand on va au sommet de soi et qu'on se dépasse. Voilà ce qu'on est capable de dire au monde. En gros, c'est ça l'idée. Mais la maturité, c'est ce qui caractérise un peu votre travail aussi. Vous avez eu le temps d'intégrer finalement toutes vos connaissances, de les travailler aussi, avec les harmoniques notamment. Oui. Et il faut une certaine maturité pour sortir un résultat comme celui-là, je trouve. Oui, heureusement qu'on ne se rend pas compte lorsqu'on débute. Oui, sinon on se dirait, oh là là, qu'est-ce que je suis mature. Ouh là là là. Non, mais on ne débuterait pas. Et effectivement, c'est un peu comme de fonder une famille. S'il fallait être prêt, on ne démarrerait jamais. Voilà, on attendrait encore un petit peu. Et lorsque j'ai débuté, j'avais 24 ans. Et j'avais, disons, quand même une claire vision de ce que mon métier, car c'est un métier qui est un artisanat, devait être. Mais je n'avais pas encore, évidemment, fait de synthèse. Et c'est cette synthèse qui est la plus longue à faire et la plus intéressante. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez l'impression, Franck Ferrand, d'avoir fait, à l'âge que vous avez, grosso modo la quarantaine, non? Quelque chose comme ça. Oui, vous êtes très gentil, 46 en l'occurrence. 46, enfin, vous ne le faites pas. Est-ce que vous pensez avoir fait une certaine synthèse de votre vie déjà à ce stade-là? C'est en tout cas la phase à laquelle je me confronte en ce moment, ça c'est certain. Cette maturation, cette synthèse, cette cristallisation, pour parler de manière stendhalienne, je pense que c'est précisément l'apanage de cette quarantaine et c'est ce qu'il y a de si fascinant. Moi, j'ai l'impression de vivre depuis quelques années des années, des mois, des semaines infiniment plus denses, plus riches, plus utiles à moi-même, mais aussi et surtout aux autres qu'avant. J'ai enfin l'impression de pouvoir apporter ma petite pierre. Vous voyez ça ? Parce que tout vous réussit. Il y a les livres, il y a la radio, il y a la télé. Vous êtes aussi à l'Acmé quelque part. Oui, on verra ce qu'il y aura derrière. On pourrait appeler une réussite, qui est une réussite officielle, évidente. Bon. Mais ça n'est pas la vraie réussite. La vraie réussite, c'est est-ce que vous êtes capable de faire entendre un son particulier et est-ce que vous êtes capable, grâce à votre propre accomplissement, d'aider d'autres à s'accomplir. Voilà ce qui, à mon avis, est une réussite. Ça, il est un peu tôt pour en juger. En tout cas, c'est ce à quoi je m'applique, vraiment, vraiment. Vous en êtes tous sur ce chemin-là, Jean-François ? Eh bien, moi, je dirais presque la même chose, si ce n'est que je pense que ce que l'on fait, on le fait plus ou moins bien, mais dès le début. Ce qui marque une maturité, c'est qu'on en prend conscience. C'est ça. Voilà, et qu'on se sait, on se sent le faire. Ce qui ne signifie pas qu'avant, on ne le faisait pas.
En parlant des lieux, donc là on était dans la chapelle du château, j'imagine que c'est pas anodin de soit créer une pièce, soit jouer dans... Qu'est-ce que le lieu, l'âme du lieu, pour reprendre un mot dans le dictionnaire amoureux de Versailles, de Franck, est-ce que ça vous porte? Est-ce que pas du tout? Nous on était prêts avant. Enfin, comment ça joue, l'interaction? Non, c'est un plus, c'est évidemment plus. Il vaut mieux être prêt quand on arrive, mais c'est sûr que de jouer dans... C'est quoi, un supplément d'âme? Oui, c'est une formule un peu convenue, mais oui, on peut l'appeler comme ça. Je pense que c'est une exaltation supplémentaire. Vous savez, pendant très longtemps, il ne faut pas oublier que cette chapelle royale de Versailles, pendant près d'un siècle, a été l'épicentre de la musique en Europe. Alors certes, la France n'a jamais été aussi musicale qu'ont pu l'être un certain nombre de pays germaniques, par exemple, évidemment. Mais l'épicentre de la musique, tous les meilleurs compositeurs, les meilleurs interprètes, le plus grand chœur, il ne faut pas oublier, c'était très important, la chapelle royale. Oui. Tout ça se trouvait à Versailles. C'est-à-dire que la cour de France avait réussi à installer le plus bel ensemble musical, qui était d'abord un ensemble de musique profane, sacrée, pardon, même s'il y avait par ailleurs, évidemment, de la musique profane. Il y avait quand même la musique de l'écurie. Oui, voilà, les 24 violons, etc. Voilà. Alors, pour revenir au dictionnaire, je sais que vous l'avez lu, puis je vais vous demander dans quelques instants quelle est l'entrée ou les entrées qui vous ont particulièrement intéressé, Jean-François Frémaux. Moi, j'ai eu une grande surprise. J'ai regardé Galerie des Glaces. Et je n'ai pas trouvé d'entrée spécifique sur la Galerie des Glaces. Il y a galeries historiques. Et ça m'a surpris parce que je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas décevoir un peu des gens? Et en même temps... Hein? Elle est à Grande. Ah, elle était à Grande. Bah alors attendez, je l'ai raté. Galerie des Glaces, c'est une appellation que le 19e siècle a faite. Mais en fait, le vrai mot, c'est Grande Galerie. Oui. Voilà. Alors pourquoi on l'appelle la Galerie des Glaces et pourquoi le nom de Grande Galerie? Est-ce que vous êtes un historien, vous êtes très tac-tac, vous êtes resté à Grande Galerie? Pourquoi ça, vous savez, pourquoi est-ce qu'on dit le tapis vert au lieu de parler de l'allée royale, pourquoi, etc. C'est l'habitude, en fait. Je pense que c'était quand même une galerie de proportions exceptionnelles. Oui, bien sûr, oui. Elle a été imitée, comme vous le dites, dans un certain nombre de monuments européens, mais peut-être jamais égalée. Et en tout cas, ça reste quand même un espace... Sa splendeur n'a jamais été égalée. Alors, si je puis me permettre, moi, la première fois que j'ai visité le château de Versailles, et d'ailleurs, comme vous racontez que vous avez été très déçu à la première visite, et que c'est peut-être bien pour ça que vous vous êtes mis à lire tout ce qui était possible de lire sur le château de Versailles. Moi, j'étais en CM2, je m'en souviens très bien, on avait un échange avec une classe de Versailles. On arrive dans cette galerie des glaces que nos professeurs et nos maîtresses nous ont survendue, et quand nous y sommes arrivés, sur les glaces du château, il y avait des traces de doigts partout. Moi, ça m'a coupé net l'effet de la galerie des glaces. C'était sale, pardon, mais c'est vraiment partout, sur l'intégralité de la galerie. Et donc CM2, on a quoi, 10 ans? Et je m'en souviens encore, et je n'ai pas voulu remettre les pieds à Versailles jusqu'à il y a 2 ans, où je me suis dit, si la galerie est sale, je vais vraiment mal le prendre. Et là, ça ne l'était plus. C'était propre. Elle n'a pas été rénovée d'ailleurs en temps. Elle a été entièrement restaurée. Voilà, c'est ça aussi. Tout à fait magistrale en 2007. Voilà, c'est ça aussi. Et moi, l'effet magique qu'on attend de Versailles, petite fille, mais ça m'a coupé l'air sous les pieds. Réaction inverse de vous, je ne me suis pas précipitée sur la littérature versaillaise. Non mais comme quoi, ça compte, on en attend une poésie, on en attend une magie, on en attend quelque chose. Trop de visiteurs, vous imaginez 10 millions de gens qui débarquent là. Vous savez ce qu'il fait quand il emmène des amis au château de Versailles? Je l'ai lu. Vous l'avez vu, vous l'avez lu, comment il fait? Il dit, alors là, nous, on s'extire qu'on commence par... Une petite conférence. Voilà, je réserve une petite conférence, on commence par le jardin machin, on voit la volée d'escalier, je ne sais plus comment vous expliquer ça, mais et on arrive tout à la fin de la journée. On se mêle 2 secondes à la fois. Non, mais c'est l'homme à connaître. J'ai effectivement eu la grande chance et le grand privilège de visiter des endroits qui ne sont pas ouverts en principe au grand public, avec l'un ou l'autre des conférenciers. Et c'est évidemment... c'est comme ça qu'il faut découvrir Versailles, dans la mesure du possible. C'est inoubliable. Quel est l'autre lieu dans le monde, vous qui connaissez bien Versailles, qui vous a fait le même effet que le château de Versailles, sans forcément produire le même amour et passer autant de temps à écrire des livres et tout ça? Qui m'a fait plus d'effet que le château de Versailles, c'est Saint-Pierre de Rome. J'ai été, ça c'est un souvenir absolument inoubliable, j'ai été écrasé, j'ai été, comment pourrait-on dire, anéanti par... Ah non, mais ça n'était pas une impression positive. Ah oui. C'était une impression d'écrasement et d'anéantissement devant le gigantisme tout simplement indescriptible de cette basilique. On ressent tous, je pense. Oui, c'est un gigantisme. Et j'étais petit, j'avais 12 ou 13 ans. Unique au monde, oui. Mais c'est... Ça m'a fait un effet. Je n'ai jamais connu ailleurs ce sentiment-là d'être complètement
dépassé par un monument, disons. Voilà. Mais je ne connais pas le Taj Mahal, par exemple, donc je ne sais pas, peut-être que ça m'aurait fait la même chose. Je ne connais pas les colosses de même nom en Égypte. J'imagine que ça doit faire un peu cet effet-là. Vous y êtes revenu adulte au Vatican ou pas? Ah oui, souvent. Bien sûr. Souvent. Alors, ça ne fait plus le même effet, hein, d'ailleurs. Là, en plus, ce qui était très intelligent de la part du professeur qui nous avait accompagnés, c'est de ne pas nous prévenir. Ça, c'est un conseil que je donne. Voilà, tiens, le conseil à retenir de l'émission. Quand vous faites visiter quelque chose aux gens, ne les prévenez pas trop. Quoi que ce soit, d'ailleurs, où que vous les emmeniez. L'effet de surprise est toujours le meilleur ambassadeur d'un lieu. Et donc, quand vous arrivez au Vatican, si on ne vous a pas trop mis en condition, vous découvrez d'abord cette gigantesque colonnade complètement démesurée. Et ensuite, vous arrivez dans cette basilique qui est 5-6 fois la taille d'une église normale. Vous ne pouvez qu'être sidéré, je pense. Oui. Alors moi, j'ai une expérience un peu différente puisque j'ai découvert Saint-Pierre pour des rassemblements de puéricantores. C'est-à-dire que nous étions 2 ou 3 000... Les petits chanteurs. Voilà, dans la basilique. Et évidemment, ça modifie un petit peu le rapport. Parce que vous aviez chanté à cette occasion-là, donc absolument. Vous aviez tous étudié les mêmes partitions, vous vous retrouvez, absolument. vous chantez, donc vous emplissez l'espace de vos voix. Voilà, et puis même physiquement. Enfin, quand on est 2 ou 3 000 dans un lieu comme ça, il apparaît un peu moins inhumain. J'aimerais qu'on écoute une de vos compositions, Jean-François Frémaux, parce que Jean-François est également compositeur. Je ne sais pas si c'est là le Graal de tout musicien, de composer ou pas. Si vous, ça a été non, tout de suite une évidence. J'ai fait les études que l'on fait pour ça. Et puis, vous savez, un maître de chapelle qui a été celui du Sacré-Cœur dans le milieu du XXe, qui était Henri Potiron, disait « il y a les sources et les robinets ». D'accord. Et cette formule que je trouve un peu triviale, mais en même temps très juste, fait qu'on prend la mesure de ce qu'on représente dans la chaîne des générations. Donc il vaut mieux être source que robinet. Non, mais on ne choisit pas. Mozart est une source, Bach est une source, Monteverdi est une source, Lully ou Charpentier sont des sources. Les journalistes sont des robinets. Et lorsqu'on écrit, on écrit pour la liturgie. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Et donc, ça a été le point de départ. Voilà. Et donc, cette messe que vous proposez si aimablement de faire entendre, enfin, un extrait, a été écrite pour la liturgie. Voilà, donc c'est le Sanctus d'un Te Deum que vous avez écrit, donc c'est audio, hein, on va aller l'écouter sagement et on va essayer de ressentir voilà, ce que vous avez pu ressentir en le créant. Moi, je suis toujours fascinée par la création, hein, pour tout vous dire. Donc, on écoute le Sanctus de ce Te Deum créé par Jean-François Frémaux. Voilà un court extrait. Ça vous évoque quoi quand vous entendez une composition de cette sorte, Franck Le concert Ferrand des anges de Fra Angelico, voilà. c'est-à-dire cette espèce d'harmonie céleste. C'est vraiment très beau. C'est-à-dire que c'est fait pour la liturgie, donc pour élever l'âme, ennoblir un petit peu la célébration telle qu'elle se fait depuis un peu plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'en Occident, nous avons connu une révolution dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on est passé de l'office où on entendait de la musique à l'office où les fidèles sont censés la chanter. Et ça n'a pas été sans poser quelques problèmes. Au secours. Je vous laisse sans du tout vous contredire, la responsabilité de cette affirmation. Moi, j'assume. En tout cas, il était évident, et il est de plus en plus évident aujourd'hui, qu'il y a
un manque là qu'il est urgent de combler. Mais alors justement, vous êtes dans une veine très classique. D'ailleurs, la référence que vous citez nous l'indique parfaitement, Franck Ferrand. Qu'est-ce que vous pensez de la création plus contemporaine d'une manière générale? Vous y êtes attentif? Vous y êtes rétif? Eh bien, je suis attentif. Je pense que là, il faudrait presque faire une émission sur le sujet. Mais pour faire court, je me référerai à ce que nous avons dit tout à l'heure sur Jeff Koons. Ouais. C'est-à-dire il y a contemporain et contemporain. Il y a une contemporanéité. Oui, le mot facile à dire. Une forme de contre-culture. Donc il y a celle qui va respecter ce qui s'est fait avant. Rupture et tout en continuité. Oui, voilà, mais on en est là. Et alors, la grande caractéristique de la musique liturgique, c'est qu'un office, même si la musique y est essentielle, n'est pas un concert. C'est-à-dire que les fidèles ne sont pas venus pour assister ou pour entendre une œuvre. Ils sont venus pour un moment de prière, un moment... Habillé par la musique. Voilà, dont la musique est un élément essentiel. Mais ce n'est pas l'élément principal. Donc on ne peut pas expérimenter dans ce cadre des choses qui ne sont pas recevables par dans ce cadre-là. Oreille moyenne qui n'est pas forcément très formée sur le plan de la mélomanie. Alors, messieurs, nous allons passer à la toute dernière partie de l'émission. Nous allons passer au questionnaire inattendu. Ah oui, je ne vous ai pas prévenu, mais en fait, je ne préviens jamais les invités. Questionnaire inattendu. Alors, le questionnaire inattendu. Première question que je vous pose. Si vous deviez choisir, excusez-moi, une figure emblématique pour mettre sur un billet de banque. On dit voilà, Franck Ferrand, Jean-François Frémont, c'est vous qui allez faire le nouveau billet de banque à la Banque de France. Quel est le personnage que vous mettriez en exergue sur ce billet de banque? Allez, qui répond en premier? Qui a son idée? Je ne sais pas d'abord si ce serait lui faire un gros cadeau à ce personnage. On va dire un gros billet de banque. Trouver tripoté par des millions de mains dans des circonstances plus ou moins présentables. On a eu du Delacroix, on a eu du Pascal à une époque. Oui, il faudrait mettre... Alors moi, j'aimais beaucoup et j'ai la forte nostalgie parce que je suis un cornélinien viscéral, que j'ai été élevé dans Corneille, on peut dire. Donc j'adorais ces billets quand j'étais petit avec la tête de Corneille. J'adorerais les revoir, pourquoi pas. On évitera de mettre le banquier Lot, par exemple. Ce ne serait pas très bon signe. Donc on repart sur Corneille. Jean-François Frémont. Écoutez, s'il faut rester dans la musique, je penserai à Charpentier, qui a été réhabilité ces 20 dernières années, mais qui est quand même un de nos plus grands compositeurs français, qui n'a pas eu la chance de pouvoir accéder à la chapelle royale, puisque la seule fois où il a pu se présenter au concours, il a été malade. Pas de chance. Voilà. Au-delà de la musique, même en dehors de la musique, quel est le personnage historique qui vous intéresse particulièrement, Jean-François Frémont? Je vais vous faire la question inverse, Franck, donc préparez-vous. Il y en a, il en a tant. Il faut m'en choisir un. C'est très difficile. Vous avez 2 secondes. Écoutez, finalement, maintenant, je dirais qu'un personnage qui me fascine est Victor Hugo. Ah oui. Parce que je trouve que c'est une évolution assez inattendue. Dans sa dimension littéraire et politique. Et humaine. Et humaine. Voilà. D'accord, Victor Hugo, sous toutes ses coutures, un personnage riche s'il en est. Alors Franck Ferrand, c'est exactement l'inverse. Dans le monde de la musique, est-ce qu'il y a un personnage spécifique qui vous intéresse? Un compositeur, un chanteur? Oui, j'ai eu l'occasion de raconter souvent la vie de Wagner, celle de Verdi. Tous ces grands compositeurs d'opéra vivaient des existences au moins aussi extraordinaires que les histoires qu'ils mettaient en musique. Et s'il y en a un que je devais retenir, c'est celui que je préfère. Moi, ce serait Puccini, en l'occurrence. Puccini, d'accord. Bach, ça vous a déjà... Alors Bach, c'est la référence, c'est la source avec un grand S. Voilà. Mais la vie de Bach, entre nous soit dit, n'est pas très, très amusante. Oui, non, mais elle mérite d'être sans être amusante, elle mérite d'être intéressante. Savoir comment cet homme-là a vécu. Enfin, je me suis un peu penchée sur cette vie-là. Mais pour rappeler une des choses que vous écrivez et qui m'a beaucoup interpellé parce que je l'ai souvent, j'y ai souvent songé, quand vous dites que le château c'était effectivement beaucoup d'inconfort, un éclairage extrêmement déficient, un chauffage inexistant, je pense que si on se reporte à ce qu'était la vie des musiciens à l'époque de Jean-Sébastien Bach, c'est exactement la même chose. Ils effectuaient leur service liturgique en hiver avec probablement
moins 5, moins 6, moins 10 degrés. Donc, je pense qu'en effet, ce n'est pas une vie très drôle. Mais ça ne les a pas empêchés de la transcender. Oui, ça certainement. Alors, dernière question inattendue, petit conseil littéraire. Quel est votre livre de chevet, celui que vous aimez offrir, parce qu'il parle un petit peu de vous, finalement? Un livre qui vous a peut-être bouleversé, interpellé, je ne sais pas. Alors, qui démarre? Allez, Jean-François, c'est parti. Et après, Franck Ferrand. Eh bien, écoutez, moi, je vais, à ce moment-là, vous dire un mot de ma monomanie, qui est la personne de Marcel Aimé. D'accord. Qui est un de nos auteurs Marcel français. Aimé, La Jument Verte? Entre autres. Entre autres. Mais pas seulement. Pas seulement. Voilà. Le Passe-Muraille aussi? Aussi. Mais beaucoup de romans qui ne sont plus lus du tout. C'est vrai. Et c'est un homme qui a à la fois une humanité dans la vision de ses personnages et une plume d'un style extraordinaire. Lisez Marcel Aimé. Et le conseil de Franck Ferrand? Le livre que j'ai le plus souvent offert dans ma vie, mais ce n'est peut-être pas le préféré parce qu'il y en aurait beaucoup, mais ce sont les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Pour moi, c'est un livre très formateur à tous les points de vue, et notamment celui du style, bien entendu. C'est un livre important qui, pour moi, a été très important dans ma vie. Vous en parlez, il me semble, dans le... Oui, il est possible que j'en parle toujours. Oui, si, et puis surtout, bien sûr, à côté de ça, moi, je suis un Proustien indécrottable, donc je reviens là, pour le coup, on en parle aussi de Proust. Proust, oui. Mais enfin, là, c'est un peu comme Bach, c'est-à-dire que c'est immense. C'est la source, c'est la source. avec un grand S. L'océan. Juste avant de récapituler vos actualités, je voudrais quand même qu'on parle de la Passion. Justement, ça fait partie de votre actualité, la Passion selon saint Matthieu. C'est à la chapelle du... Non, malheureusement, ce n'est c'est pas à la chapelle. Non, parce que nous sommes à l'église Notre-Dame. Oui, mais c'est pas mal non plus. C'est un peu moins fastueux, mais c'est beau aussi, c'est aussi très beau. Et c'est quand l'église Notre-Dame, la Passion selon saint Matthieu? Alors, les 29 et 30 mars. 29 et 30 le mars. samedi 29 et le dimanche 30 mars. Il ne le dit pas, mais vous êtes invité, Franck Ferrand. Très volontiers. Bien sûr. Quoi de plus beau que cette Passion selon saint Matthieu? Ça, c'est divin, divin. C'est la musique de Pâques, absolument. Et c'est du gigantisme, mais à la taille humaine. Ah oui. Donc, on a bien retenu les dates. C'est à l'église, à Notre-Dame de Versailles, la Passion selon saint Matthieu. Donc, le Tédéum de Charpentier par la maîtrise Notre-Dame de Versailles, ainsi que le De Profundis de Lalande, sous la direction de Jean-François Frémont. On l'a bien retenu. Et puis, en conseil de lecture, donc moi, j'en rajoute un, évidemment, le dictionnaire amoureux de Versailles. On peut aussi très bien aller à Versailles en se baladant avec votre dictionnaire amoureux, et puis, en ouvrant... Il n'est pas trop lourd. Et en essayant de ne pas louper une entrée comme moi je l'ai fait, parce que j'ai cherché partout. Je ne sais pas comment j'ai fait. Peu importe. Il n'est pas trop lourd, oui. Et c'est vrai qu'honnêtement, il se tient bien. C'est le dictionnaire de quelqu'un qui fait beaucoup de télévision, beaucoup de radio. Il aurait pu faire 400 pages de plus si j'étais dit, au moins les journalistes le liront. Merci beaucoup à tous les deux. Bon retour dans votre Versailles réel ou imaginaire ou rêvé. Merci de nous avoir fait un petit peu découvrir cette ville, pas tant la ville que son château et sa musique, mais en tout cas, on a beaucoup appris avec tous les deux. Et pour être versaillais, il faut porter des chaussures en daim. Ça, je le note. On les voit peut-être pas, vos chaussures, mais c'est important. C'est versaillais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir.